Merci de nous suivre sur ITV. Merci également de nous écouter sur iRadio 90.3. Bienvenue dans le jury du dimanche. Le JDD reçoit ce dimanche 17 août Maître Amadou Ali Kane, avocat au barreau du Sénégal, membre de la liste des conseils à la CPI. Il est également défenseur des droits de l'homme, ancien candidat à la présidentielle de 2024. Maître Amadou Ali Kane, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Si. Je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. J'ajoute aussi que je suis le secrétaire général par intérim d'un parti qui s'appelle R3D, qui est un parti écologiste qui donc promeut le développement durable. Et ce qui est important dans la phase où on est avec le dérèglement climatique que nous vivons ces derniers temps, très fortement ici au Sénégal. Donc je vous remercie de votre invitation. Je salue vos téléspectateurs et auditeurs. Et si vous permettez, je voudrais d'abord commencer par m'incliner respectueusement devant la mémoire de deux éminents intellectuels sénégalais qui nous ont quittés cette semaine. Il y a d'abord notre doyen au lycée FEDERP, le professeur Salif Sada Sall. Salif Sada Sall était un de nos aînés au lycée FEDERP. C'était une de nos icônes dans ce lycée dans les années 70, 74, jusqu'à peut-être 77. Alors nous, on entrait au lycée en tant que jeunes lycéens et ils étaient proches de la sortie. Et c'était des gens qui raflaient l'essentiel des prix au concours général sénégalais et qui faisaient la fierté de nous autres jeunes lycéens. Ils étaient nos icônes. Il y avait lui, il y avait d'autres comme Aruna Moussa Dia, qui est devenu aujourd'hui un homme d'affaires, Aruna Dia. Il y avait Ibrahim Cham, qui est un ingénieur que tout le monde connaît. Il y avait Céline Danfaha, il y avait Sanegui Loum, il y avait plusieurs autres qui étaient très brillants, je ne vais pas tous les citer ici, et qui faisaient la fierté de nous autres jeunes élèves, et c'était nos icônes. Et ce qui est remarquable à l'époque, ce qui était remarquable à cette époque, c'est que les lycées rivalisaient dans le bon sens. Il y avait une saine émulation entre les lycées. Chaque lycée voulait être devant en termes de prix gagnés au concours général sénégalais. Aucun lycée ne souhaitait être en dernière position. Et donc, c'était ça l'école publique à l'époque. Et c'est pourquoi je salue sa mémoire, Salif Sada Sall, qui a beaucoup travaillé dans l'international. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas beaucoup connu de tous sur le plan, on va dire, national. L'autre intellectuel aussi dont je voudrais saluer la mémoire, respectueusement, c'est Abdou Salam Fall. Abdou Salam Fall, c'était un éminent sociologue. C'est quelqu'un que j'ai connu à l'université dans les années 80. On s'est retrouvés, moi je faisais mon droit, lui il faisait les lettres. Et on était tous militants du mouvement étudiant de Dakar de l'époque. Et c'était un intellectuel engagé depuis l'époque, et puis qui est devenu un chercheur de renommée internationale. Et qui a vraiment été reconnu en tant que chercheur par ses pairs, qui s'appelait d'ailleurs à lui rendre un hommage au mois de novembre prochain. Malheureusement, il ne sera pas présent. Je voudrais donc vraiment présenter mes condoléances à leur famille, saluer leur mémoire et prier le bon Dieu pour qu'il les accueille dans son paradis le plus élevé, le Firdaus. Évidemment, il y a d'autres, mais je voudrais spécialement parler de ces deux-là. Alors, Maître, le président de la République a soumis à l'Assemblée nationale le vote de 4 projets de loi. Il y a la loi sur l'accès à l'information, l'OFNAC,
la loi sur les lanceurs d'alerte, mais également l'élargissement de la déclaration de patrimoine. 4 projets de loi soumis donc à l'Assemblée nationale. Il y a eu quand même un peu de bruit avant même l'adoption de cette loi qui sera soumise à l'Assemblée le 18 août prochain. Disons, la loi sur l'OFNAC, d'abord. L'OFNAC qui va d'abord perdre certains de ses attributs, notamment la garde à vue. L'OFNAC ne sera plus autorisé à faire une garde à vue. L'OFNAC également, on va voir son président soumis à une compétition où il ne sera plus nommé par le président de la République. De façon générale, le remplacement de l'OFNAC par l'OFNAC, qu'est-ce que cela vous inspire? Je voudrais d'abord féliciter le président Bassirou Diomaye Faye pour son engagement en faveur de la transparence dans la gestion des affaires publiques, en faveur de l'intégrité des agents publics et à son engagement contre la corruption. Je pense que les lois que vous venez de citer vont toutes dans ce sens-là. Ce sont des lois qui visent à promouvoir l'intégrité des agents publics, qui visent à lutter contre la corruption, qui visent à promouvoir de manière générale la bonne gouvernance. On ne peut que le saluer. Au-delà de sa personne, saluer la volonté du nouveau pouvoir également d'aller dans ce sens, dans cette direction-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la loi sur l'OFNAC? Je pense que tout le monde avait trouvé quand même un peu excessif le fait qu'on autorise l'OFNAC à faire des gardes à vue. Si bien que ça ne devait pas être vraiment une compétence relevant de cette institution, mais ça devait être une compétence du procureur de la République. Je pense qu'en supprimant cette attribution ou en délaissant l'OFNAC de cette attribution, je crois qu'on revient à l'orthodoxie en matière, on va dire, d'enquête, en matière de privation de liberté. Et par ailleurs également, je crois que dans la réforme, il est prévu d'enlever à l'OFNAC le pouvoir de faire des audits. Ça aussi, c'est normal. Parce qu'il y a des organismes qui ont été prévus pour cela, qui sont dédiés à cela. Il y a l'Inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes, il y a d'autres organismes que je ne vais pas citer ici. Bon, je pense que chacun doit rester dans son rôle. Voilà. Maintenant, je pense que de ce point de vue, on ne peut pas vraiment ne pas souligner ces deux innovations-là, ou bien ces deux changements. Pour le reste, comme disent les Anglais, wait and see. La loi sur l'accès à l'information ou même la loi sur les lanceurs d'alerte où on prévoit une prime de 10% pour les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il y a, selon vous, des choses à revoir dans ces deux lois? Oui, moi je pense que, écoutez, un lanceur d'alerte, c'est quoi d'abord? C'est une personne physique, c'est un groupe, c'est une institution qui signale des faits délictueux, des faits criminels, des faits qui portent atteinte à l'intérêt général et qui le fait de manière désintéressée et de bonne foi. De manière désintéressée, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il le fait sans attendre en retour un quelconque gain, une quelconque rémunération. De bonne foi, c'est quoi? Il le fait sans intention de nuire à quiconque. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce projet de loi, tel qu'il a été libellé, est-ce qu'au regard de son contenu, est-ce qu'il satisfait à ce profil du lanceur d'alerte? Je pense qu'il est prévu de verser des sommes d'argent dans certains cas. Mais un lanceur d'alerte qu'on paye n'est plus un lanceur d'alerte. Mais il est quoi alors?
Mais écoutez, il est délateur. D'accord. On est dans la délation. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce projet de loi, il faudrait peut-être le revoir. Ou en tout cas, l'Assemblée nationale devrait se donner le temps de bien l'étudier. Parce qu'il y a des dispositions qui, à mon avis, pourraient produire le contraire de ce qui est recherché. Oui. On recherche la transparence, on recherche, on va dire, la bonne gouvernance. Oui. Alors, je crains qu'on ne retombe vraiment dans une société de délation, dans une société, on va dire, de mercantilisme, on va dire, éhonté, où chacun essaie de se faire, de battre monnaie sur le dos du voisin. Oui. Bon, donc ça, il faut éviter ça. Et pour la raison pour laquelle il faut revoir la loi. Et pour ce qui est de la loi sur l'accès à l'information? Bon, la loi sur l'accès à l'information, à mon avis, c'est une loi qui est bonne. Je pense qu'il faudrait que les citoyens soient informés de ce qui se passe. Maintenant, également, est-ce qu'elle a été bien rédigée? Là aussi, on peut en débattre. Bon, il y a des matières qui sont exclues, donc du champ d'application de la loi. Par exemple, le secret de la défense nationale, le secret médical, etc. Bon, maintenant, la question que je me pose, il y a des assujettis, dont le président de la République, dont le président du Conseil constitutionnel, dont d'autres autorités, dont le Premier ministre et tout. On prévoit des sanctions. Alors, qui va dire qu'il y a eu des manquements et qui va appliquer les sanctions? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir. C'est des choses sur lesquelles il faut débattre. Donc, c'est la même chose également pour la loi, certainement, c'est là où vous allez en venir, portant élargissement de la déclaration de patrimoine. Là aussi, l'intention est bonne. Mais maintenant, la question que je me pose, est-ce que en élargissant, de manière, on va dire presque, ou même en généralisant, est-ce qu'on ne tombe pas aussi dans une sorte de voyeurisme économique et financier? Est-ce qu'il ne va pas arriver un moment où peut-être il sera même difficile de trouver des gens pour exercer des responsabilités? Et puis, même l'application là va poser problème. On dit que vous devez déclarer vos avoirs qui sont même à l'étranger. Qui peut vérifier des avoirs à l'étranger? Est-ce qu'on ne risque pas, en y allant, on va dire, de cette façon, par la généralisation, de créer peut-être des comportements visant à contourner cette loi d'une autre manière? Personnellement, comme je vous l'ai dit au début, je salue ces initiatives. Les idées qui sont à la base sont des idées justes, c'est des idées nobles, des idées qu'il faut appuyer. Mais moi, j'aurais recommandé qu'on y aille progressivement. C'est-à-dire qu'immédiatement, d'un seul coup, balancer 4 lois sur la transparence, alors ça, quelles sont les implications économiques de ces lois? Donc, quand vous dites, écoutez, le lanceur d'alerte qui dénonce une situation, écoutez, ou bien par exemple qui gère pour le compte de quelqu'un un business qui dénonce, il a un pourcentage. Vous voyez, moi je pense qu'on a besoin de transparence. Oui, mais il faut prendre le temps. Mais prenons le temps vraiment de mettre en place les dispositifs indispensables pour aller vers cette transparence. Le président de la République également, dans le cadre de la loi sur la déclaration du patrimoine, il y a une polémique également née de cela dans certaines dispositions où le président de la République, à la fin de son mandat, n'est pas obligé ou n'est pas soumis à une déclaration de patrimoine. À sa sortie, on parle de la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Est-ce qu'également, il ne faudrait pas retoucher
cette partie-là également de cette loi? Bon, personnellement, je pense que l'idée qui est à la base de la déclaration de patrimoine, c'est de pouvoir surveiller l'évolution du patrimoine, Oui. de la CGT. Donc, ce qui suppose qu'on puisse connaître à l'entrée le patrimoine et qu'on puisse faire la comparaison avec le patrimoine à la sortie. Bon, maintenant, dans le cadre particulier du président de la République, il y a aussi la Constitution qui dit que le président de la République est irresponsable pénalement. Oui. Il ne peut être poursuivi pour haute trahison. Est-ce que, au regard de cette situation, d'une part, et d'autre part, au regard de ce que, dans la Constitution, il est juste prévu que la déclaration de patrimoine à l'entrée, est-ce qu'une loi peut venir prévoir le contrôle à la fin du mandat et prévoir également des sanctions, alors même que la Constitution lui accorde l'irresponsabilité pénale? Oui. C'est pourquoi j'ai dit que toutes ces lois aussi, bon, écoutez, il faut aussi se donner le temps, vraiment de les élaborer et puis vraiment ne pas se presser. D'accord. Voilà, parce qu'il y a d'autres dispositions qui soit viennent contredire ces lois-là ou bien, en tout cas, gêner leur application. À l'Assemblée nationale, il y a eu quand même deux propositions de loi qui ont été soumises à l'Assemblée nationale par les députés membres du parti PASTEF et qu'au final, le Conseil constitutionnel a décidé autrement. Souvent, les lois sont contraires à la Constitution. Souvent, c'est des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Est-ce qu'également, dans ce cas de figure, également, on ne peut pas craindre en quelque sorte que le Conseil constitutionnel également peut être saisi après l'adoption de ces lois-là et qu'on se retrouve également avec une note un petit peu négative qui est rendue par le Conseil constitutionnel après l'adoption de ces lois? Mais écoutez, moi aussi j'ai cette crainte. Par exemple, si vous voulez contrôler le patrimoine du président du Conseil constitutionnel, le patrimoine du premier président de la Cour suprême, ou bien en faire des assujettis pour le droit à l'information et prévoir des sanctions à leur encontre. Est-ce qu'un dispositif législatif autonome peut prévoir des sanctions qui ne sont pas des sanctions prévues dans la loi organique sur la Cour suprême, par exemple? Parce qu'on sait que ces personnalités disposent du privilège de juridiction. Oui. Est-ce qu'on peut contourner ce privilège-là à travers des lois spéciales comme celle dont nous parlons? D'accord. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que l'idée est bonne, mais allons-y progressivement. D'accord. Donnez-nous le temps de bien étudier les lois, de bien les élaborer avant de les soumettre à l'Assemblée nationale pour leur adoption. D'accord. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais. Et surtout que c'est des lois qui ont des implications au niveau économique. Parce qu'encore une fois, si les gens se sentent surveillés par rapport à leur patrimoine, est-ce qu'ils oseront investir? Ça peut avoir des conséquences sur le plan économique alors? Bien sûr, ça peut avoir des conséquences sur le plan économique. Est-ce que les gens oseront investir? Est-ce que finalement, nous ne risquons pas de créer une situation où les gens vont peut-être sortir leur argent, aller dans d'autres pays pour le fructifier là-bas? D'accord. Tout ça, c'est des questions aussi qu'il faut prévoir. Sans transition, en parlant du Conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale, il y a eu également ce débat où le président sortant de l'Union des magistrats du Sénégal a également confirmé cela, que les députés, oui, ont un contrôle sur l'action du gouvernement, mais que les députés n'ont pas prérogative à convoquer ou même entendre un magistrat. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions-là, dans cette loi-là, étaient peut-être contraires à la Constitution. Dans ce débat, députés, magistrats,
Est-ce que ces genres de tiraillements-là sont bonnes dans un pays comme le Sénégal, par exemple? Moi, je pense que nous sommes un pays de séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir, on va dire, législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Oui. Le rôle du pouvoir judiciaire, c'est un rôle de régulation. Il est appelé à donner des avis ou à donner des décisions sur les éventuels litiges. Est-ce que dans ce cas-là, lui-même, un autre pouvoir peut jouer le même rôle que lui par rapport à ce même pouvoir judiciaire? Ça pose problème. Mais je pense qu'on doit rester vraiment dans le système de collaboration des pouvoirs que nous avons toujours connu depuis l'indépendance du Sénégal. Il n'y a pas eu beaucoup de heurts majeurs entre les différents pouvoirs. Les pouvoirs ont su collaborer harmonieusement. Parce que chaque pouvoir a besoin de l'autre. Je pense qu'on doit rester dans cette dynamique. Et c'est ça qui va garantir, on va dire, la vitalité des institutions et également leur solidité, je pense. D'accord. Nous parlons de justice toujours, disons avec l'ouverture d'une enquête sur les 80 morts des événements de mars 2021, juin 2024. Le ministre de la Justice a soumis une requête au procureur général auprès de la Cour d'appel de Dakar pour une enquête, alors que la loi d'amnistie a d'abord été votée à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée. Aujourd'hui, après la lecture que le Conseil constitutionnel ait faite sur cette loi-là, le Conseil avait jugé contraire également à la Constitution, disons, la loi qui a été soumise par les députés PASTEF, la loi interprétative, disons, de l'amnistie. Une enquête dans ce cas de figure, est-ce que ça sera facile d'un point de vue de la loi, par exemple? Bon, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le Conseil constitutionnel avait considéré en son temps que l'amnistie ne pouvait pas couvrir les crimes, on va dire, imprescriptibles. Les crimes internationaux, de manière générale. C'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les crimes de torture, par exemple. Alors, de ce point de vue, il est conforme à la loi que le garde des Sceaux demande l'ouverture d'une information judiciaire sur les crimes de torture et sur de potentiels crimes contre l'humanité. Alors, la grande question maintenant qui se pose, est-ce que nous sommes outillés pour faire cette enquête? Moi, ma réponse, c'est non. Moi, je considère que le Sénégal ne peut pas faire cette enquête. Je vais dire pourquoi. Parce que si on évite ce que les anglo-saxons appellent le forum shopping. Le forum shopping, c'est un peu en wolof, le tànn sa bu la neex. D'accord. C'est-à-dire, dans un litige, choisir la partie du litige qui vous intéresse et décider de la soumettre à des tribunaux. À ce moment, on n'est plus dans une justice équitable. On est dans une enquête partielle. Voilà, c'est ça. Or, il s'agit d'une série d'événements qui partent de mars 2021 à mars 2024. Il y avait des acteurs. Il y avait d'abord l'ancienne opposition qui est maintenant au pouvoir. Et il y a l'ancien pouvoir qui est aujourd'hui renvoyé dans l'opposition. Et il y a les forces de défense et de sécurité qui assurent le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enquêter sur les 80 morts sans pour autant parler de la cause même. Mais il faut qu'on revisite les événements. Les 80 morts, pourquoi ces 80 morts sont morts? Je m'incline devant leur mémoire. Je présente mes condoléances encore une fois à leur famille. Et je pense que ces morts ont droit à la justice. En tout cas, une réparation.
Mais dans le cadre d'une enquête, vous savez, quand vous retenez la torture, c'est un crime qui ne peut pas être commis par un civil. La torture ne peut être imputée qu'à des forces publiques. Enfin, des gens, en tout cas, qui relèvent de l'État. D'accord. Donc aujourd'hui, principalement les forces de sécurité et les gendarmes. Comment est-ce que c'est raisonnable de demander à ces forces-là d'enquêter sur elles-mêmes? Ensuite, les gens de l'opposition de l'époque qui sont maintenant au pouvoir, est-ce que des investigations peuvent être menées dans les conditions de fonctionnement des pays africains à leur égard? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, si on veut vraiment connaître la vérité sur ces événements, il vaudrait mieux confier l'enquête à la Cour pénale internationale. D'accord. Parce qu'elle, elle a les moyens techniques, les moyens matériels, les moyens financiers, l'expérience pour mener ce genre d'enquête. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Après les événements 2010, la Côte d'Ivoire a saisi la Cour pénale internationale pour mener des enquêtes. À titre personnel, j'ai eu l'occasion de participer à certaines procédures CPI. J'ai par exemple été conseiller de témoin pour le général Bruno Dogboblé, qui était le commandant en chef de la garde républicaine du président Gbagbo. J'ai assisté dans le cadre du procès procureur de la CPI contre Gbagbo Bilégoudé. J'étais conseiller de témoin du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Firmin de Teloto. Je connais un peu ces procédures. Je sais que c'est des procédures complexes. Pour prouver qu'il y a un crime contre l'humanité, ce n'est pas facile. Parce que le crime contre l'humanité suppose une attaque généralisée ou systématique. Une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile sur une base discriminatoire. On n'est pas à ce stade-là. Non. Une attaque généralisée, ça signifie une attaque massive. Et que cette attaque soit discriminatoire. Ou bien, généralisée, ça signifie une attaque préparée, minutieusement élaborée, planifiée, dirigée contre une population civile sur une base discriminatoire. Et que maintenant, dans le cadre de ces attaques, qu'il y ait des crimes. Ce sont ces crimes-là qu'on appelle des crimes contre l'humanité. Des crimes de meurtres, des crimes de torture, des viols, des réductions en esclavage, etc. C'est ça les crimes de l'humanité. Ça suppose d'avoir un contexte et des crimes sous-jacents qui se produisent à l'intérieur de ce contexte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, dans le cadre des événements, démontrer qu'il y avait un plan qui était mûri pour attaquer les populations civiles sur une base discriminatoire? Est-ce qu'il y avait des attaques massives lancées contre elles? Parce que je rappelle que, après avoir enquêté presque pendant 10 ans, la Cour pénale internationale a fini par acquitter Gbagbo et Bilégoudé pour insuffisance de preuves, pour défaut de preuves. 10 ans après. 10 ans après. Ce n'est pas des enquêtes qui ensuite, sont faciles. Ce n'est pas des enquêtes faciles. Ensuite également, quand on est à l'intérieur du pays, il y a des règles aussi qui sont applicables. Ça va être des procédures un peu, on va dire, il y aura une complexité procédurale. Par exemple, quand vous devez poursuivre un gendarme, c'est membre des forces de sécurité, il relève du code de justice militaire. Ce ne sont pas des gens qu'on juge devant le droit commun pour les infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut des ordres de poursuite. Et plus vous montez dans la hiérarchie, quand c'est un général, l'ordre de poursuite doit être donné par décret du président de la République. Après un rapport d'enquête mené par la chambre d'accusation, non, de la cour d'appel de Dakar. D'accord. Donc c'est vous dire que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On ne peut pas se lever un matin et dire, écoutez,
tel a été torturé, on mène une enquête sur lui, écoute, on dit à la gendarmerie ou à la police, menez l'enquête sur des actes que vous avez commis qui vont être jugés. Vous pensez qu'on est parti sur un long feuilleton? Oui, on est parti sur quelque chose de très compliqué. De très compliqué. De très compliqué. Moi, je suis pour que justice soit rendue. Oui. Mais aussi, quel est le but de la justice? Le but de la justice, c'est de réguler la société. C'est pas de troubler la société. C'est pourquoi d'ailleurs, le procureur dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est pas parce que quelque chose est illégal que le procureur doit tout de suite poursuivre. Mais il voit, est-ce que ça sert la justice? Est-ce que ça sert la société? D'accord. Si ce n'est pas utile, ça ne sert pas à la société. C'est pas la peine d'engager des choses. Même au niveau de la Cour pénale internationale, on voit l'intérêt de la justice. Quand il mène ce qu'il appelle une analyse préliminaire. C'est-à-dire avant d'engager une enquête, quoi que ce soit, on fait une analyse préliminaire sur la compétence, sur l'intérêt, sur beaucoup de choses. Bref, ce n'est pas des choses faciles. En tout cas, moi, je souhaite bonne chance aux autorités judiciaires qui vont engager ce chantier-là. Ce n'est pas une chose très facile, c'est une chose très compliquée. Oui. Voilà. Oui. Alors, nous parlons de justice. Et j'ajoute aussi, Oui, parce que s'il y a des victimes aussi, parmi les anciens manifestants, il y a aussi des gens qui ont subi des actes commis par ces manifestants. Oui. Il y a des gens qui ont été victimes d'incendies de leur entreprise, qui ont fait faillite de leur maison, de leur véhicule. Est-ce que ces choses-là vont être laissées en rade? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une enquête exhaustive sur les événements. Et cette enquête exhaustive ne peut pas être menée localement. Nous avons parlé. Parce qu'il s'agira d'entendre des gens qui sont aujourd'hui devenus des hautes personnalités, des VIP. Oui. Vous ne pouvez pas les appeler. Il y a d'autres VIP qui étaient là aussi, qu'il faut entendre, qui ne sont même plus l'action à l'étranger. C'est très compliqué de les entendre. Et il faut aussi que ceux qui enquêtent sur eux-mêmes. Parce que les forces de sécurité qui vont être poursuivies pour torture mènent l'enquête contre elles-mêmes. Ça, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Bon, enfin, on verra. Qui vivra verra. D'accord. Alors, pour un petit peu finir ce chapitre-là de la justice, l'Alliance pour la République estime qu'avec, ça va nous mener directement, je ne veux pas y venir avant de parler même des inondations, mais je vais quand même faire un crochet là-dessus. L'Alliance pour la République estime qu'avec le plan de redressement, le gouvernement devait d'abord voter une loi ou adopter une autre loi, parce que le PSE est actuellement le référentiel pour les politiques publiques. Ça a été validé depuis 2022. Et pour pouvoir changer un petit peu la donne, le gouvernement doit d'abord se soumettre à un exercice, aller à l'Assemblée nationale, adopter une autre loi, changer le référentiel des politiques publiques avant même d'engager un plan de redressement ou même d'autres réformes. Votre avis en tant que spécialiste du droit, est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Non, attendez, il faut quand même qu'on soit réaliste. Oui. Nous nous sommes retrouvés dans une situation de crise financière, crise d'endettement. Oui. Il y a le code de la transparence qui dit que quand il y a un nouveau président de la République, dans les 3 mois, il faut qu'on lui fasse la situation du pays sur le plan budgétaire et sur le plan de l'endettement. Oui. Cette situation a été faite à travers un rapport de l'inspection générale des finances. Oui. Mais la loi dit en même temps aussi que ce rapport-là doit être audité par un organisme indépendant. Oui. L'État a demandé à la Cour des comptes de faire cet audit. La Cour des comptes a fait l'audit et a déposé son rapport. Malheureusement, cet outil de travail, qui à mon avis devait être un instrument de travail interne, a fait l'objet de médiatisation, voire même de politisation. Et cela a entraîné comme conséquence la suspension
la coopération de notre pays avec les FMI, d'une part. Et deuxième conséquence, la dégradation de la note souveraine de notre pays par les agences de notation, à savoir Standard & Poor's, Moody's, par exemple. Et récemment, Barclays, qui est une banque d'investissement. Effectivement. J'ai dit, écoutez, puisque le Sénégal nous dit que tous les documents qui ont été remis par l'ancien régime sont faux, puisqu'il nous dit que sa dette est supérieure à sa richesse, son PIB, alors ce n'est pas un pays qui est solvable. Donc on va le mettre dans la catégorie des pays qui ne sont pas solvables. Donc on va dégrader sa note. Et l'autre point aussi, c'est que quand le FMI, qui envoie ses agents sur place, qui est le seul à le faire, s'il arrête sa coopération avec toi, tout le monde arrête. Parce que tout le monde parle, les autres ne viennent pas ici. Ils n'ont pas le temps d'envoyer des gens ici au ministère des Finances, dans nos administrations, pour voir ce qui se passe. Ils s'en remettent au FMI, qui est un tiers certificateur. Si le FMI arrête la coopération, ils disent, attends, on arrête, nous, on se suspend, parce que ce n'est pas clair. Plus la dégradation de la note. Donc on est surtout dans cette situation où la conséquence de cette situation, c'est quoi? C'est que tous les États sont en situation de déficit. Du plus grand jusqu'au plus petit. Les États-Unis, la France, le Japon, tout le monde. Quand vous faites un budget, le plus souvent, ou presque toujours, les dépenses sont supérieures aux recettes. C'est ça qu'on appelle le déficit, le gap qu'il y a là, qu'on appelle le déficit. Et ce déficit, il faut le couvrir par l'emprunt. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a la charge financière de la dette. C'est-à-dire la dette qui n'a pas arrivé à maturité. Chaque année, il faut payer les intérêts. C'est ça la charge financière de la dette. C'est inclus dans les dépenses de l'État. Et troisième chose, il y a ce qu'on appelle l'amortissement de la dette. C'est-à-dire les dettes qui sont arrivées à maturité qu'il faut payer. D'accord. Donc tout ça, il faut l'emprunter. Alors, il se trouve que l'amortissement de la dette, on le refinance. Un État ne paye pas, ne solde pas une dette. Il refinance sa dette. C'est-à-dire quand vous empruntez 1000 milliards sur 10 ans, pendant 10 ans, chaque année, vous payez les intérêts. À la 10e année, qu'est-ce que vous faites? Vous refinancez la dette. C'est-à-dire que vous cherchez 10 autres milliards, vous cherchez 1000 autres milliards, vous payez la dette et vous continuez avec la nouvelle à payer des intérêts. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle le refinancement. Mais vous ne pouvez le faire que si vous avez des taux d'intérêt bas. Il se trouve qu'on a été dégradé, on ne peut plus emprunter à un taux concessionnel. Donc, résultat des courses, on nous a fermé, on va dire, le marché financier international. On ne peut plus y aller. Parce qu'on ne peut plus avoir, on va dire, de prêts à taux concessionnel. Les taux d'intérêt ont augmenté pour nous. Le loyer de l'argent est devenu plus cher, compte tenu de notre insolvabilité supposée. Alors, donc, il fallait que le gouvernement réagisse en faisant un plan. Ça, c'était urgent, il fallait le faire. Le plan de redressement. Le redressement. Vous n'avez pas besoin d'adopter une... Non, on est dans un plan de redressement. Ça, peut-être si on parle du plan, je ne sais pas comment il l'appelle là, de transformation 2050, peut-être, voilà. Peut-être pour ça, voilà. 2025, mais pour faire le plan d'ajustement, là, enfin, on ne l'appelle pas ajustement, de redressement économique et social, je pense que ce n'était pas la peine, tout ça. Alors, le gouvernement était obligé de faire ça. Moi, je me félicite qu'il l'ait fait, personnellement. Il fallait le faire, c'était opportun. Maintenant, si on va dans le contenu, est-ce que le plan est opérationnel? C'est là où il y a débat. Il fallait faire un plan. Oui, le plan a été présenté. Il a été présenté. Il y a quelques semaines. Oui, mais maintenant, ce plan-là, est-ce que c'est un plan, on va dire, qui a des chances de réussir? Oui. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Personnellement, j'avais dit d'abord qu'il fallait d'abord avoir un signal politique fort au pays et au marché.
par un remaniement ministériel. Ce qui n'a pas été fait. Je ne connais pas. Ça n'a pas été fait avant le plan. Oui. Si ça s'appelle le plan, ça n'a pas de sens. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire un plan et puis confier sa mise en œuvre à d'autres ministres qui n'étaient pas présents quand on élaborait. Ça, c'est un. Oui. Deuxième chose, j'avais dit qu'il fallait également faire des réformes juridiques et judiciaires. Parce que vous savez, la reddition des comptes, c'est une nécessité dans un état de droit. C'est un exercice normal. Oui. Mais c'est un exercice aussi délicat. Parce qu'il peut comporter des conséquences sur le plan économique. Notamment, créer un climat anxiogène qui fait que les acteurs économiques, se donnent un temps d'attente, s'arrêtent d'investir, se mettent à regarder, ce qui fait que l'argent ne circule pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous Macky Sall quand il a réactivé la CREI. Il a fait sa liste de 25 personnes à poursuivre. Écoutez, les marchés étaient dans l'expectative. Il y a eu la morosité. On appelait ça dès que de Macky. Oui. La même chose qui se produit maintenant. Et donc, il fallait, à mon avis, élaborer de nouveaux mécanismes, n'est-ce pas, inventer de nouveaux mécanismes qui permettent de rassurer les acteurs économiques pour que ces acteurs comprennent qu'il n'y a pas que la prison qui s'offre à eux. Oui, il y a une autre possibilité. Ça n'a pas été fait. D'accord. Et ensuite, ce qu'il fallait faire autre chose, c'est qu'il fallait assainir les finances. Ça, le plan l'a fait. Assainir les finances, c'est-à-dire en augmentant le rendement de la fiscalité, mais en rationalisant les dépenses. Oui. Ça, c'est dans le plan. Mais il y a une autre partie aussi dans l'assainissement qui, elle, attend encore. Laquelle? Il faut négocier avec nos créanciers des rééchelonnements, des conversions de dettes, des reports d'échéance. Oui. Comme ça, ça va alléger la charge financière de la dette. Oui. Et ça, ce n'est pas encore fait. J'apprends qu'il y a une mission du FMI qui va venir ici le 19. Oui. Bon, j'espère qu'on arrivera à nous entendre avec cette mission et que la coopération va démarrer. Oui. Et je termine sur un point, je vous vois un peu plus précis que moi là, pour finir avec cette question. Pour que le plan aussi réussisse, il y avait aussi deux choses à faire, deux autres choses. Il fallait aussi la relance par la consommation, à mon avis, et également les investissements, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait créer de la richesse en faisant des investissements lourds. Bon, j'ai vu qu'effectivement, on est un peu dans ça. Côté investissement, on est dans ça. Parce que j'ai entendu parler hier d'un train qui va faire, je ne sais pas, Tamba, Ziguinchor ou des choses comme ça. Ça, c'est de bons investissements. Mais on aurait pu également envisager, et moi, c'est mon point de vue, la création d'une ou deux nouvelles villes. Parce que Dakar est saturé. Les gens habitent dans des bas-fonds qui sont inondés, partout. Oui. Il y a nécessité de créer une nouvelle ville ou deux nouvelles villes. Et créer également des moyens pour accéder à ces villes. Ça pourrait être un train, ça pourrait être un TGV, ça pourrait être un TR. Voyez-vous. Et ça va créer de la richesse, ça va redynamiser l'économie et ça va créer la relance. D'accord. Mais financer le plan de redressement à hauteur de 90% au financement endogène, ce qui est prévu, 5 667 milliards de francs CFA, donc 90 sont financés par les citoyens eux-mêmes, l'ajustement de l'assiette fiscale, l'augmentation du taux de pression fiscale. C'est quand même un plan ambitieux. Oui, c'est vrai que le problème du plan, quand vous faites un financement endogène, les spécialistes disent que vous risquez de créer ce qu'on appelle un effet d'éviction. L'effet d'éviction signifie quoi? Ça veut dire que si l'État lui-même emprunte localement, les entreprises privées ou même publiques qui sont ici auront du mal également à emprunter auprès des mêmes bailleurs. D'accord. Donc l'État va les concurrencer. Et c'est ça l'effet d'éviction. D'accord. Et ces entreprises ont besoin d'argent également pour se développer. Tout à fait. Et autre chose,
quand vous financez localement, il se trouve que vous êtes une économie importatrice. Tout ce que vous importez vient de l'extérieur. Et c'est libellé souvent en dollars. Donc, vous aurez besoin de convertir votre argent en dollars pour aller acheter. La dette également est libellée en dollars. Donc, si vous n'avez que des francs CFA, vous êtes également obligé de convertir Tout à fait. et d'aller, voilà. Tout à fait. Donc, ce n'est pas aussi facile qu'on le dit. Ça n'est pas. Voyez-vous. Alors, la renégociation des contrats, le gouvernement en a fait une promesse d'abord de campagne et veut la transformer en une réalité. Est-ce que le gouvernement a plus à gagner ou à perdre dans le cadre de la renégociation des contrats? Bon, il pourrait gagner, ça Oui. dépend de comment il va s'y prendre. Oui. Bon, vous savez C'est pas que... coûteux? Pas forcément, ça dépend de comment ça va se passer. D'accord. Bon, la renégociation des contrats, c'est possible. C'est possible s'il y a d'abord un accord entre les parties. Oui. Donc, si la révision est amiable, chacune des parties est d'accord pour qu'on revoie, pour une raison ou pour une autre. Déjà, Woodside Il n'y a pas de problème. est en procès avec le gouvernement dans... Bon, est-ce que c'est pour ça? Je crois que c'est dans le cadre de la fiscalité, voilà, etc., des impôts. Voilà, mais est-ce que ça ne peut pas créer un climat, entre guillemets, délétère entre les deux parties? Voilà, non, j'arrive. Vous avez posé la question, j'arrive. Donc, je suis en train de vous dire que la révision est possible. D'abord, si les parties sont d'accord, il faut faire une révision amiable. La révision également est possible s'il y a ce qu'on appelle une clause de hardship. Hardship, ça veut dire quoi? Les parties prévoient que, en cas de changement fondamental des circonstances économiques, il faut renégocier le contrat. Si c'est prévu, c'est possible. Il y en a même qui disent que, même si cette clause n'est pas prévue dans le contrat, mais qu'il y ait un changement fondamental des circonstances économiques qui ont présidé au contrat, la négociation doit être possible. Oui. Et enfin, il y en a qui disent que la négociation doit être possible si également on découvre qu'il y a des infractions qui sont à la base du contrat. Du faux, ou bien des actes de corruption, je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises-là ont mis beaucoup d'argent et également, c'est des entreprises qui s'entourent de bataillons d'avocats qui verrouillent leur affaire, qui prévoient des clauses d'arbitrage. En cas différent, écoute, elles saisissent l'institution arbitrale de la Banque mondiale. D'accord. N'est-ce pas? Ou des Nations Unies plutôt, des Nations Unies, n'est-ce pas? Alors, donc là, c'est là où vous allez dépenser de l'argent. Et souvent aussi, c'est des gens qui souscrivent des garanties d'assurance. Ça veut dire quand leurs intérêts sont menacés, il y a un risque, elles peuvent se faire payer et vous laissez vous débrouiller avec la compagnie d'assurance. Souvent, l'assureur, c'est souvent un assureur soit international, de la Banque mondiale, des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi je vous disais, tout dépend de comment le gouvernement va conduire l'affaire. Ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas imposer aux autres parties sa volonté. D'accord. Maintenant, il peut discuter avec elle, s'entendre sur quelque chose. Voilà, c'est possible. Les inondations, parlons-en. Il y a beaucoup plu ces derniers temps. On a vu que des parties de la banlieue dakaroise ont été pris par les eaux. Finalement, ça devient une routine. À chaque saison de pluie, le Sénégal se retrouve dans cette situation. Ces derniers temps également, c'est d'autres localités, Tamba, Bakel, où le fleuve prend certaines proportions. C'est quoi finalement, ou que devrait être la solution par rapport à cette situation? Beaucoup d'argent a été investi pour lutter contre les inondations. Comment les autorités doivent s'y prendre, selon vous? Mais je vous remercie de me poser cette question. Oui. Je vous disais au début que moi, je suis secrétaire général par intérim d'un parti
qui est un parti écologiste, qui est un parti qui préconise le développement durable. Oui. Regard différent pour un développement durable. Regard différent pour le développement durable. Nous considérons que aujourd'hui, il ne s'agit plus dans nos pays de prendre en charge les intérêts de la génération présente. Oui. Mais non seulement il faut prendre en charge ces intérêts-là de la génération présente, mais également préserver les intérêts des générations futures. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des défis environnementaux liés au réchauffement climatique. Oui. Vous savez, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous avez la désertification qui avance. La désertification, c'est quoi? C'est l'achèvement des sols, leur salinisation. Et la conséquence, c'est la réduction des surfaces cultivables, la réduction du tapis herbacé. Alors, quand on est un pays d'agriculteurs, un pays de pasteurs, s'il y a moins de terres cultivables, moins de tapis herbacés, c'est déjà des conflits, des guerres entre communautés. Et c'est également un risque de famine. Oui. Et ça, ce sont des conséquences du réchauffement climatique. Ça peut ne pas être tout de suite ressenti par nous, mais ça va être plus encore ressenti par les générations à venir. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons mener des politiques, on va dire, climato-compatibles, des politiques éco-responsables, qui permettent de ralentir, à moins, ou bien d'éviter même, n'est-ce pas, de stopper cet achèvement des sols, cette dégradation. Ensuite, l'autre problème qu'il y a aussi l'avancée des mers. Vous savez, toutes les villes côtières, aujourd'hui, sont agressées par la mer. Oui. Je crois qu'il y en a vu récemment à Thiaroye, là, il y a 2 jours. Où ils ont subi Voilà. la houle. Voilà. Pourquoi? Parce que, on va dire, la chaleur glaciaire est en train de fondre. Parce que le réchauffement climatique affecte aussi les océans. Oui. Alors, les blocs de glace qui sont en train de fondre et se transformer en eau et rejoindre l'eau de l'océan. Donc, ça fait que aujourd'hui, toutes les villes qui sont côtières et qui sont situées vraiment sur une surface, on va dire, plate, qui ne sont pas donc dans une situation élevée, c'est des villes qui risquent d'être submergées par la mer. Oui. C'est ça qui arrive. Et il faut réfléchir sur la question. Je dis, où amener ces gens si la mer envahit? C'est que on n'y réfléchit même pas. Oui. L'autre chose également, c'est la déréglementation climatique, qui fait qu'il y a une succession de périodes pluvieuses et une succession de périodes, on va dire, de sécheresse. Oui. Mais et c'est aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui avec les inondations. Oui. Parce que nous sommes dans la période où il y a de fortes pluies qui provoquent des inondations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bonne question. Oui. Moi, j'estime qu'au Sénégal, on n'a pas une politique de gestion des risques. Depuis longtemps. Pourquoi? Vous savez, il y a 2 catégories de risques. Il y a les risques naturels, il y a les risques technologiques. D'accord. Les risques naturels, les inondations rentrent dans ce cadre-là. Alors, aujourd'hui au Sénégal, qui les prend en charge? C'est le ministère de l'Hydraulique. Pourtant, dans l'organigramme de l'État, il y a ce qu'on appelle la direction de la protection civile qui est logée au ministère de l'Intérieur, Oui. qui est censé coordonner la gestion des risques. Il y a également le plan Orsec qui relève également du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, absolument. Mais, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas eux qui sont en première ligne, ce n'est pas ce ministère qui est en première ligne et ses services, mais c'est le ministère de l'Hydraulique qui s'occupe de l'assainissement. Et de l'assainissement, absolument. Or, la lutte contre les inondations doit être une action concertée en différents secteurs. D'accord. À la fois de l'État, du secteur privé, des populations, des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Quand vous voulez construire votre maison, qui vous délivre? C'est le service des domaines qui vous donne des documents.
qui vous fait le permis, ce sont les mairies. Oui. Mais ils ne sont pas associés. L'aménagement du territoire qui peut vous dire, écoutez, tel endroit était un ancien lit de fleuve ou de marigot. Alors, il faut que tous ces services se mettent ensemble pour qu'on voit un peu où on peut habiter, où on ne peut pas habiter, et là où on habite, quel type d'architecture mettre en place. D'accord. Voyez-vous. Oui. Mais on confie à l'ONAS, donc l'Office national de l'assainissement, qui est sous la tutelle du ministère de l'hydraulique, la gestion des inondations. Alors que c'est une question qui, à mon avis, concerne, on va dire, beaucoup de services. D'accord. Parce qu'il faut d'abord voir les habitats, les zones habitables. Il faut également voir un peu quand on construit, quel type de construction, pour quelles zones. Voyez-vous. Bon, il faut donc faire un peu, à mon avis, de la prévention. D'accord. Il faut faire la réaction. Il faut peut-être même aussi faire de la transformation. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans la réaction. Il n'y a pas assez de prévention. D'accord. Et c'est la prévention, c'est sur ça qu'il faut insister. D'accord. Et c'est pourquoi je préconise à ce titre-là d'ailleurs Allez-y. que la direction de la protection civile soit transformée en agence nationale La protection civile. de lutte contre les catastrophes, D'accord. qui peuvent être climatiques et, comme je vous dis, technologiques, comme on a vu avec la Sonacos à l'époque. Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, on n'a que les inondations, mais il y a d'autres catastrophes possibles. Oui. Il peut y avoir un tremblement de terre, que Dieu nous en préserve. Amin. Il peut y avoir également un accident, on va dire, industriel, D'accord. comme ce qu'on a vu avec. D'accord. Et aujourd'hui, qui est outillé pour prendre en charge ces questions-là, ces risques-là? Personne. D'accord. Parce que le ministère de l'hydraulique ne gère que les inondations et ce n'est même pas son domaine. Maître Amadou Ali Kane, je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Sénégal, membre également de la liste des conseillers à la CPI. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous êtes secrétaire général par intérim du parti R3D, Regard différent pour un développement durable. Vous êtes également ancien candidat à l'élection présidentielle de 2024. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de l'invitation. Oui. Moi, je souhaite que les Sénégalais prêtent attention aux questions de développement durable. C'est important. Parce que c'est ça qui détermine l'avenir de notre pays. Parce qu'il faut, dès maintenant, sauver les futurs Sénégalais qui vont venir. Et c'est nous qui avons cette responsabilité. Absolument. Et c'est ça le développement durable. Ne pas seulement travailler pour nous, mais travailler également pour ceux qui vont venir. Oui. Faire en sorte qu'il n'y ait pas la famine, qu'ils ne subissent pas la famine. Faire en sorte également qu'ils ne vivent pas, voyez-vous, les catastrophes climatiques qu'on est en train de voir. D'accord. Il faut réfléchir sur ces questions. Merci beaucoup, Maître Amadou Ali Kane. Le jury du dimanche, c'était tout pour ce numéro. Rendez-vous dimanche prochain avec notre invité.